Tout d'abord, bonjour, et je voudrais plutôt parler, avant de Lyon French Tech, de parler de la French Tech. Parce qu'au fond, la French Tech, c'est un label, c'est un étendard, et finalement, c'est une forme de sentiment de participer à une collectivité et à une œuvre collective. Lyon French Tech s'est constitué en association il y a 2 ans et demi, et notre objectif, c'est de faire en sorte que nous ne fassions pas à la place d'autres, parce qu'il y a un écosystème sur Lyon qui est absolument remarquable, écosystème évidemment de start-up, d'accompagnateurs, incubateurs, accélérateurs, de financeurs. Il y a un plateau de formation et éducation qui est absolument remarquable. Et donc l'objectif de Lyon French Tech, c'est de faire en sorte que on coordonne, on canalise un petit peu cette dynamique de telle façon que nous puissions faire en sorte que le territoire se révèle comme un territoire où on rencontre plein d'acteurs et plein d'initiatives. Et puis enfin, nous avons 2 rôles plus précis là, qui ressortent très directement de Lyon French Tech. Le premier, évidemment, c'est de gérer les programmes souverains qui ont été mis en place au niveau national. C'est le Pass French Tech, c'est le French Tech Ticket, c'est la bourse French Tech. Nous allons lancer aussi le programme French Tech Diversité. Il y a une grosse action aussi avec Virginie Bois-Simon et Elle Digital autour des femmes dans le numérique. Donc là, c'est l'objet et le rôle de Lyon French Tech de mettre en œuvre ce dispositif. Et puis, deuxième action, et là, je crois qu'on ne s'est pas beaucoup trompé, au sens de ce besoin qu'ont les différents acteurs, les différents intervenants de se parler entre eux. French Tech, finalement, Lyon French Tech, c'est un véritable hub, d'un point de rencontre. Donc on voit qu'il y a là un vrai besoin, qu'on soit start-up, qu'on cherche à faire une levée de fonds, qu'on cherche un incubateur, qu'on soit étudiant et qu'on cherche la bonne formation en matière de numérique ou d'innovation, que l'on soit un incubateur qui veut s'adresser à l'environnement ou un pôle de compétitivité. Et bien finalement, le lieu où on peut opérer la bonne mise en contact, c'est Lyon French Tech. Donc voilà notre rôle. Et notre ambition, et au fond, eh bien notre ambition, c'est de participer à cette belle aventure parce que il y a une énergie absolument folle au niveau français, mais sur le territoire de la métropole de Lyon et en région, qui est juste extraordinaire. Donc c'est fun, c'est top, et notre objectif, c'est d'aller encore un peu plus loin dans cette deuxième phase, puisque au bout de 2 ans, c'est comme une start-up, Lyon French Tech. Au bout de 2 ans, ben, il faut passer à une nouvelle étape, un peu plus profonde, un peu plus creusée et pragmatique et concrète de nos actions, et c'est ce à quoi nous allons nous employer dans les mois qui viennent. Je veux dire que c'est un certain plaisir que nous avons de continuer à soutenir We Love Startup pour une raison que tout le monde va bien comprendre. Au fond, il y a toujours un risque, quand il y a une dynamique collective qui se met en œuvre, il y a toujours un risque de consanguinité, de tourner autour de soi-même, d'être dans son petit microcosme. Et Dieu sait si parfois, même à Lyon, on aime bien son petit microcosme, on est entre soi. Et le point qui nous paraît tout à fait essentiel dans cette dynamique entrepreneuriale, c'est pas simplement de faire en sorte qu'on tourne autour des startups avec tout ce que ça implique de positif, ce fameux objectif de Startup Nation que je ne partage pas au demeurant, et c'est pour ça que nous apprécions We Love Startup, c'est un objectif de Digital Nation. Et pour que la nation se digitalise, pour que l'ensemble des acteurs de l'économie se digitalisent, eh bien il faut qu'il y ait cette synergie, cette interaction entre ce qui se passe dans l'environnement entrepreneurial des startups et des entreprises, et puis des personnes, vous, moi, bien d'autres, qui travaillent dans des entreprises, qui travaillent dans des cabinets de profession libérale, des entreprises de services, de production, et qui ont aussi besoin d'accélérer cette notion d'innovation. Ce que nous apprécions énormément dans We Love Startup, c'est que c'est cette forme de rencontre, et c'est cette mise en situation de personnes qui ne travaillent pas actuellement dans un environnement startup, et de vivre la vie du start-upper, mais pas du start-upper imaginaire, puisque c'est une mise en relation entre de vraies start-up, de vraies entreprises, et de vraies personnes qui travaillent dans d'autres entreprises et qui vont se mettre à la place des dirigeants d'entreprise
entreprises et des entrepreneurs, eh bien pour essayer d'apprécier comment il aurait fallu faire, comment cela aurait pu évoluer. Donc il y a deux éléments positifs. Le premier, je ne suis pas start-upper et je me mets dans la peau du start-upper et de l'entrepreneur, je commence à comprendre ou à intégrer cette démarche. Et puis de l'autre côté, c'est l'humilité de toutes les startups qui acceptent d'être challengées et peut-être de se retrouver au bout des 48 heures de séminaire avec des gens éminents, dynamiques, et à la fin dire « mais attends, j'aurais pas du tout fait comme tu as fait ». Ah oui, pourquoi tu n'aurais pas du tout fait comme tu as fait? Et peut-être au final, constater qu'effectivement, il n'aurait pas fallu faire comme ce que j'ai fait, et donc de pivoter ou de changer. La première, et d'une certaine façon d'ailleurs ça va rejoindre ce que j'ai l'occasion de recommander souvent aux entrepreneurs qui font les levées de fonds et quand ils commencent leur pitch, la première, c'est l'envie de répondre à un besoin. Alors ça peut être un besoin très consumériste, ça peut être un besoin de la société, du monde même, d'une façon générale, notamment tout ce qui a trait à l'environnement et au développement durable, mais c'est la perception qu'il y a un besoin collectif ou individuel, consumériste ou global, et j'ai envie d'y répondre. J'ai envie de répondre à ce besoin. S'il n'y a pas ce premier moteur ou ce premier instinct, bon, il faut juste oublier, quoi. Et, je veux dire, on peut peut-être trouver son épanouissement dans autre chose. Après, la deuxième chose, ça suppose de la créativité et de l'imagination, puisque j'ai compris, j'ai envie de répondre à un besoin, mais comment vais-je y répondre? Sur quelle nature de service, quelle nature de produit, comment je vais le calibrer, comment je vais atteindre ce fameux market fit, c'est-à-dire comment je vais trouver la bonne adéquation entre il y a un besoin et voilà la façon dont je vais y répondre. Il y a aussi nécessité de beaucoup de passion, parce que c'est une course d'obstacles. Alors aujourd'hui, on vous délivre à longueur de journée des images absolument formidables de jeunes start-upers, jeunes start-upeuses qui ont réussi, qui sont beaux, qui sont formidables, qui sont gays, qui ont la banane. Et ben le backstage, c'est pas ça. Le backstage, c'est tous les jours, on en bave un peu, on a des joies, mais on a aussi beaucoup, non pas de peine, mais d'obstacles. Et donc, il faut y aller. Donc, pour ça, il faut quand même un peu de passion, et même beaucoup de passion. Et puis, l'envie de travailler ensemble. Parce que forcément, et vous aurez l'occasion de vous en rendre compte, c'est assez rare une entreprise qui a réussi et qui repose sur un seul homme ou une seule femme. C'est souvent 2, voire 3. Et donc il faut avoir cette passion de l'équipe parce que vous n'embarquez pas les personnes avec qui vous travaillez de la même façon qu'on peut le faire dans une entreprise qui est structurée. Donc cette passion de l'équipe, cette passion aussi de l'intelligence collective, elle a beaucoup de sens. Donc voilà ce que finalement on retrouve dans la démarche et les valeurs d'une entreprise, et quelle qu'elle soit d'ailleurs, et en particulier dans la démarche entrepreneuriale. Et puis après, évidemment, l'humilité, parce que si vous avez la passion, si vous croyez en vous, il faut croire en vous, il faut même être un peu fou, mais si vous n'avez pas l'humilité, au premier obstacle, au premier échec, ça va être terrible pour vous. Donc il faut accepter cette logique d'une forme d'humilité, c'est tout ne peut pas marcher, tout ne peut pas, etc. Il faut croire en soi, mais accepter l'idée que il faut tester, voire pivoter, etc. Accepter l'idée qu'il peut y avoir quelques échecs, et ça passe par l'humilité. Et vous verrez d'ailleurs que ça vous amène au bonheur. Il y a une étude qui a été faite depuis très très longtemps sur c'est quoi la notion du bonheur auprès de gens qui avaient très bien réussi socialement, etc. Et ils ont mis en évidence le fait que ceux qui étaient heureux, ils avaient 2 caractéristiques. Ils pratiquaient la gratitude et l'humilité. Et donc vous verrez que non seulement ça vous aide à surmonter les obstacles, mais ça vous permet aussi d'être heureux. Le premier message, c'est d'abord de leur dire merci, parce que je l'évoquais tout à l'heure, se faire challenger, ça veut dire que vous pratiquez l'humilité, la passion, l'envie d'entreprendre, l'envie de répondre à un besoin, vous l'avez puisque vous avez créé une entreprise. Mais vous démontrez là
l'humilité qui est un facteur tout à fait essentiel de réussite chez un entrepreneur. Et l'humilité, pourquoi? Parce que vous allez vous faire challenger. Alors dans la tête, on peut se dire oui, on va se faire challenger par des gens qui n'ont pas trop l'habitude d'être entrepreneurs, parce qu'eux, ils ne sont pas entrepreneurs, ils sont dans une entreprise. Oui, mais l'esprit d'entreprise, avec toutes les valeurs qu'il emporte, il n'est pas lié à un lieu ou à une structure juridique dans laquelle vous exercez. C'est un état d'esprit, l'esprit d'entreprise. Et quand vous avez des personnes qui vont consacrer 48 heures de leur temps personnel pour vivre votre vie et tenter de voir comment ils manageraient la start-up que vous avez créée, ben naturellement, ça veut dire qu'au fond d'eux-mêmes, ils ont cette âme d'entrepreneur. Donc se faire challenger par des gens qui ont ce profil-là, bah bravo, parce que ça montre que vous avez cet élément qui est essentiel, l'humilité, et qui a comme corollaire l'écoute, ou vice-versa. C'est-à-dire que si vous écoutez, et pour écouter, il faut avoir un minimum d'humilité, c'est à imaginer que d'autres que vous pourraient avoir des idées différentes. Et puis après, bah, on en fait sa propre synthèse et on avance. Donc le message, c'est bravo, plus qu'un conseil qui ne sert à rien. Et la deuxième chose, c'est peut-être aussi d'aller de façon assez approfondie post-séminaire, si je puis dire, c'est d'aller assez à fond, écouter ce qui va vous être dit, écouter et regarder comment d'autres plongés dans le bain de votre start-up ont réagi, parce que je pense que vous allez en tirer beaucoup pour le futur. Et les expériences de l'année dernière le montrent, je suis convaincu, et je pense qu'il y aura quelques témoignages de start-upers et de start-up qui ont vécu cette phase-là, et je suis certain que toutes ou tous en ont tiré un élément qui leur a permis d'améliorer le parcours et la dynamique de leur entreprise. Alors, les 3 hashtags, il y en aurait beaucoup d'autres, mais c'est un bon exercice parce que ça oblige à être un peu synthétique. Le premier, c'est aventure. L'entrepreneur, il y en a bien d'autres dans bien d'autres fonctions de la vie, de la société ou de l'entreprise, mais l'entrepreneur, c'est un héros. C'est pas une star. Il y a une forme de confusion aujourd'hui. C'est pas une star, c'est un héros. C'est-à-dire qu'il part à l'aventure. C'est risqué. C'est beaucoup plus risqué que d'autres environnements. Donc, premier hashtag, c'est vraiment l'aventure. Le deuxième hashtag, il est en slash, c'est oser / risquer. C'est-à-dire que c'est oser. Et c'est vrai que le monde a bien changé d'une façon plus globale, mais la France a beaucoup changé. Et, la marque French Tech en a donné l'impulsion. C'est que beaucoup maintenant perçoivent qu'ils peuvent oser. Qu'ils se donnent le droit d'oser. Donc oser risquer, et puis après le troisième, qu'on n'entend pas beaucoup, c'est exécution. Vous savez, les stratèges, les gens qui parlent bien sur les plateaux de télé ou qui savent bien se faire prendre en photo ou sur les podiums, etc. Bon, tout ça c'est très bien, mais il y a plein de stratèges dans les cimetières. Ils n'ont jamais rien fait. Ce qui compte, c'est ce que vous faites avec vos idées. Et une bonne stratégie, c'est pas une stratégie qui est sortie d'un PowerPoint de 10 slides, c'est quelque chose que vous avez exécuté. Et donc l'exécution, c'est un élément qui est essentiel. Il y a beaucoup d'échecs qui ne sont absolument pas liés à l'intelligence de l'idée ou à la structure même de la stratégie qui a été menée, mais parce que ça a été très mal exécuté. Et ça, c'est essentiel. Donc pour moi, aventure, oser risquer, exécution.